bienvenue dans ce webinaire du CNCH. Je suis content de vous accueillir avec mes amis Jérôme Taïeb et Nicolas Lelouch pour parler de fibrillation atriale. Mais avant de parler de fibrillation atriale, je voulais vous rappeler un rendez-vous important à ne pas manquer, qui est le congrès digital du collège, qui va se passer en live, 13 heures de live, du vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre. Vous pouvez vous inscrire gratuitement via le lien sur le site du CNCH et ce sera diffusé ensuite sur différents réseaux et également, donc ne ratez pas les directs, il y aura tous les sujets de la cardiologie sur un format intéressant avec des journalistes, avec de l'interaction, de la discussion, des vidéos, des interviews et beaucoup de discussions en ligne. Ça ne remplacera jamais nos rencontres en réel, mais on sera très actif dans cette partie-là. Et aujourd'hui, nous parlons de fibrillation atriale et de recommandations et surtout d'ablation avec cette partie ablation qui prend tout son essor. Et je suis très content avec Jérôme Taïeb d'accueillir Nicolas Lelouch. Je passe la parole à Jérôme. Jérôme, à toi. Merci Walid, merci pour organiser cette session, à Franck Albert également et à Émilie Amadi qui travaillent pour permettre que ça se passe. Merci à vous d'être présents et on a la chance d'avoir Nicolas Lelouch qui a assisté de très près à l'ESC, puisqu'il a fait plusieurs communications à ce sujet-là, à qui on va donner la parole pour nous présenter ce qui s'est passé de nouveau dans les recommandations. C'est une recommandation 2020 qui faisait suite aux recommandations 2016. Donc, merci Nicolas de nous dire ce qu'il faut savoir sur les nouvelles façons d'appréhender l'ablation de la fibrillation auriculaire. Merci beaucoup. Je veux remercier mes collègues et amis Walid Amara et Jérôme Taïeb pour leur invitation. Et donc effectivement, je vais vous faire une présentation sur les recommandations ESC 2020, spécifiquement sur l'ablation de l'AFA, les indications et la technique. Et je terminerai, comme le sujet était un petit peu plus vaste aussi sur l'actualité, par la présentation de l'étude Vénus qui vient d'être publiée dans le JAMA et qui évalue l'intérêt de l'alcoolisation du ligament de Marshall, qui est un sujet un petit peu, je dirais, à la mode dans l'ablation de l'AFA, dans l'ablation des FA persistantes. Alors pour commencer, ces recommandations se situent sur une prise en charge qu'ils ont appelée la voie, la pathway ABC. Donc A, c'est pour anticoagulation, en anglais avoid stroke, donc les stratégies antithrombotiques pour éviter les AVC au cours de l'AFA. L'acronyme B est pour Better Symptoms Control, qui correspond donc au traitement antiarythmique en général, soit sur les stratégies de remise en rythme sinusal, soit sur les stratégies de ralentissement de fréquence cardiaque au cours de l'AFA. Et la lettre C correspond à Cardiovascular Risk Factors. Et en fait, cette lettre C correspond à la prise en charge des facteurs de risque qui entourent la fibrillation atriale. Et c'est vrai que ces recommandations insistent beaucoup sur la place centrale du patient comme étant un acteur de sa propre pathologie, avec une approche qu'on appelle intégrée de la fibrillation atriale, à la fois de la cause de la fibrillation atriale, puisque c'est vrai que maintenant, cette idée de FA isolée est de moins en moins reprise et que maintenant, en fait, on prend la FA comme une maladie cardiovasculaire globale. Et c'est ce qu'on a aussi appelé l'approche holistique de la fibrillation atriale, donc l'approche de l'AFA dans sa globalité. Donc l'ablation de l'AFA se situe dans ce B, dans le Better Symptom Control. Et donc il y a des tableaux qui sont assez bien faits dans les recommandations, qui comparent l'évolution des recommandations entre 2016. Voilà, Donc je sais pas, tu voulais partager une présentation, non? Comment? Je pense que tu devais partager ta présentation, non? Partager. Tu dois Pardon? refaire écran partagé et Je repartager ne vois pas le pour les groupes. PowerPoint. Je ne vois pas ton PowerPoint. Ah, vous voyez pas le PowerPoint? Oui, il Oui, faut que tu petit refasses détail écran partagé. qui va être rapidement Allez, réglé. à du direct, les amis. Alors, je profite pendant que Nicolas partage sa présentation. Vous pouvez bien sûr poser des questions en nous envoyant les questions directement. Il y a un onglet Q&A et un onglet chat sur Zoom sur lequel vous pouvez bien sûr poser des questions. Donc, directement, comme on l'avait fait tout à l'heure, Nicolas, écran partagé et tu partages ta présentation. Super. Voilà, et tu la mets en plein écran. Merci, Nicolas. Excusez-moi pour ce léger contretemps. Donc je repasse à la slide d'avant. Là, vous la voyez, là, c'est bon? Oui, parfait.
Parfait. Oui. Donc je disais que, il y a des tableaux dans les recommandations 2020 qui sont tout à fait bien faits et qui comparent l'état des connaissances en 2016, qui était la date des dernières recommandations sur l'AFA ESC, par rapport aux nouvelles recommandations 2020. Donc d'une manière globale, je dirais que l'ablation de l'AFA, c'est une confirmation de l'importance de cette stratégie pour le traitement antiarythmique et le maintien en rythme sinusal de l'AFA, voire une augmentation notamment au niveau de la classe de recommandation, puisque comme vous le voyez ici, l'ablation de l'AFA est passée en classe 1 pour l'isolation des veines pulmonaires, en tout cas, je vais revenir après. Et c'est en classe 1 chez des patients donc hautement recommandés qui ont de la fibrillation atriale et qui résistent à un antiarythmique. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les antiarythmiques considérés dans cette classe de recommandation, c'est les antiarythmiques de classe 1, donc globalement la flécaïne, éventuellement le ritmol, et les antiarythmiques de classe 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple, les bêta-bloquants qui sont en classe 2 de la classification des antiarythmiques n'est pas considéré comme un antiarythmique à part entière et comme un échec éventuel chez des patients sous bêta-bloquants, par exemple pour l'hypertension artérielle ou pour l'insuffisance cardiaque. Donc vraiment, chez des patients résistants aux antiarythmiques de classe 1 ou 3, l'ablation est fortement recommandée. Et vous voyez ici que c'est quel que soit le type de FA, donc de la FA paroxystique ou de la FA persistante, quel que soit son type. Alors la deuxième chose importante, c'est l'augmentation aussi du niveau de preuve chez les patients avec insuffisance cardiaque. Et vous savez qu'entre 2016 et 2020, la grosse étude sur l'ablation, ça a été l'étude Castle-EF, qui a montré une réduction de critères durs, de morbimortalité, de l'ablation de l'AFA chez des patients qui avaient de l'insuffisance cardiaque systolique, donc avec des fractions d'éjection inférieures ou égales à 35%. Donc vous voyez ici que chez des patients avec insuffisance cardiaque, on peut recommander l'ablation, là aussi avec un niveau de preuve élevé, donc classe 1, et cette fois-ci en première intention, donc ce qu'on appelle en first line thérapie. Voilà, donc évidemment, il faut que les patients aussi soient symptomatiques pour l'ablation de l'AFA, mais chez les patients insuffisants cardiaques, on considère de toutes les façons qu'ils ont un symptôme, puisque le cœur présente une dysfonction ventriculaire gauche. Alors ça, c'est pour vous montrer l'approche intégrée dont je vous ai parlé au début. Et vous voyez que l'AFA se retrouve au centre d'une prise en charge cardiovasculaire globale avec les facteurs de risque cardiovasculaire, donc évidemment l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité aussi qui est très citée dans ces recommandations, et le style de vie, la partie hygiéno-diététique, notamment avec les comportements alimentaires, les comportements socio-professionnels, le stress et le management du stress dans la vie quotidienne. Donc vous voyez vraiment que le patient est au centre de la stratégie thérapeutique dans ses recommandations pour l'AFA. Alors, les indications, donc ça c'est le schéma, je dirais, assez classique. Voilà le schéma pour les recommandations de 2020. Et là aussi, vous voyez qu'en haut de ce schéma, vous avez considéré le choix du patient. Et donc là encore, c'est l'approche intégrée, centrée sur le patient. Et il faut vraiment discuter avec nos patients qu'on nous adresse pour une ablation de l'AFA, pour discuter d'une intervention, en lui expliquant bien les risques et les bénéfices, en sachant évidemment qu'avec les années, les techniques se sont énormément améliorées, qu'on a réduit drastiquement le risque de complications, mais malgré tout, ça reste un geste invasif et il faut vraiment expliquer aux patients le rapport bénéfice-risque dans le cadre de l'intervention et aussi pour le suivi. C'est très important pour le suivi du patient. On va y revenir après. Donc d'une manière générale, vous voyez que l'ablation peut être considérée assez rapidement chez des patients qui souffrent de FA paroxystique. Alors en first line thérapie, on passe à du niveau 2A par rapport aux antiarythmiques, mais évidemment, s'il y a un échec d'antiarythmique, comme je vous l'ai montré, on arrive ici à une classe 1. Chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, et ben là, on revient très rapidement à une classe 1, comme je vous l'ai montré, par l'étude Castle-EF. Et si on choisit un traitement antiarythmique, ben évidemment, l'ablation arrive en cas d'échec de ce traitement antiarythmique. Et ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais chez les patients insuffisants cardiaques, et comme vous le savez, le seul traitement antiarythmique qui est possible, c'est l'amiodarone, avec tous les effets secondaires potentiellement liés à cette molécule. Donc c'est vrai qu'on arrive maintenant sur des stratégies assez précoces pour proposer à l'ablation des patients avec une dysfonction ventriculaire gauche. Alors, ce qui est important aussi, je voulais vous montrer, c'est le suivi post-ablation. Donc ça aussi, c'est l'objet de discussions aussi entre collègues et entre experts. Donc ce qui est recommandé, c'est, vous savez qu'après l'ablation, il y a une période qu'on appelle de blanking, qui est jusqu'à 3 mois. Et là, vous voyez qu'ils reprennent certaines études qui prenaient
plutôt un mois en post-ablation sur les récidives. Donc, bon, là, c'est un mois, donc c'est ce qu'on appelle les récidives précoces. Mais il faut savoir que dans la pratique clinique, on continue à accepter 3 mois après l'ablation de FA et que des récidives précoces ne sont pas forcément associées à des récidives tardives. Et dans ces récidives précoces, c'est vrai que c'est souligné juste en dessous, jusqu'à 3 mois, on conseille de prendre un traitement antiarythmique pour réduire ces arythmies précoces. Mais par contre, il y a plusieurs études randomisées qui ont montré que le traitement antiarythmique précoce, même s'il réduit les arythmies dans les 3 premiers mois, ne joue pas sur les arythmies tardives, sur les récidives tardives, qui elles sont vraiment plus liées à l'effet de l'ablation en lui-même, puisque dans les 3 premiers mois, on considère qu'il y a des phénomènes inflammatoires, de remodelage post-ablation et que c'est difficile de statuer sur un effet définitif de l'intervention. Donc retenons qu'on reste sur cette période de 3 mois, c'est entre 1 et 3 mois de blanking, et que c'est quand même recommandé de prescrire des antiarythmiques pendant cette période, au moins pour diminuer les récidives précoces. Concernant l'anticoagulation, alors là par contre c'est beaucoup plus consensuel. On recommande 2 mois d'anticoagulation obligatoire, quel que soit le score de Chasles-Vasque. Et ça, c'est lié au phénomène inflammatoire post-ablation, aux phénomènes prothrombotiques qui peuvent arriver aussi, éventuellement aux récidives d'arythmie précoce qui peuvent survenir. Et donc, il y a un contexte prothrombotique post-ablation et qui persiste environ 2 mois. Et c'est pour ça que là, c'est clairement recommandé, 2 mois d'anticoagulation obligatoire. Et au-delà des 2 mois, alors là c'est plus discuté, mais les recommandations disent qu'il faut revenir au score de Chasles-Vasque et on repart sur une stratégie d'anticoagulation recommandée pour le traitement de l'AFA. Alors, concernant les techniques d'ablation, je voulais en parler un petit peu. Il y a la première question, c'est est-ce qu'il faut associer systématiquement l'ablation de l'isthme cavo-tricuspide chez des patients qui ont une ablation de l'AFA? Eh ben, les recommandations disent plutôt non. En première intention, chez des patients qui n'ont pas fait de flotteur commun documenté. Voilà, donc on peut le faire, mais moi je pense que la meilleure indication, c'est chez les patients qui ont déjà fait du flotteur documenté. En tout cas, en systématique, c'est pas très recommandé. Voilà, donc moi je dirais plutôt de le faire, mais s'il n'y a pas de documentation, a priori, on ne le fait pas. Alors, l'autre item qui me paraissait intéressant, c'était les techniques d'ablation complémentaires sur l'ablation de la FA persistante. Alors là, par contre, ça reste des discussions d'experts, il y a un grand flou concernant ces stratégies. Et vous voyez qu'ici, les recommandations ne se mouillent pas trop. Ils mettent en 2B qu'on peut faire des ablations additionnelles à l'isolation des veines pulmonaires qui reste l'intervention de base pour toute l'ablation de la FA, que ce soit paroxystique ou persistante. Et là, c'est vraiment opérateur dépendant. Et ici, toutes les techniques qui sont actuellement décrites, donc l'ablation des cafés, des complexes fragmentés, faire des lignes, chercher l'origine avec des ectopies, des extrasystoles atriales, les rotors, éventuellement, bon, les autres, ça peut être aussi le ligament de Marshall dont je vais parler juste après. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de recommandation, c'est du niveau 2B, donc c'est maybe considered, c'est-à-dire on peut le faire, mais en tout cas, il n'y a pas de consensus global sur ces techniques. Alors, un petit mot sur la FA hybride, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas nous à Mondor, qu'on a développé. Et il y a quelques centres en France qui se sont lancés. Et donc, vous voyez ici, je vous ai mis à droite les 2 techniques qui sont actuellement disponibles, qui est une technique sous-exiphoïdienne qu'on appelle la technique Convergence, avec un cathéter qui est placé en arrière de l'oreillette gauche, avec une petite incision sous-exiphoïdienne, et où l'opérateur, qui est donc le chirurgien cardiaque, va aller brûler toute la paroi postérieure de l'oreillette gauche pour aboutir à ce qu'on appelle une box, c'est-à-dire une lésion vraiment en boîte, en isolant toute la partie postérieure de l'oreillette gauche. Et vous avez ici en dessous le trocar qui est utilisé avec le petit cathéter d'ablation, qui est en fait un système qui va aspirer le myocarde et qui va au contact envoyer des courants de radiofréquence de haute énergie. Donc ça, c'est la Convergent, par exemple, c'est celle-là qu'on utilise dans notre centre. Et vous avez une autre technique, qui est une technique un peu plus lourde, qui nécessite un abord latéral et bilatéral, en fait, des 2 côtés, avec une thoracoscopie bilatérale et qui permet d'avoir une vision, je dirais, plus large de l'oreillette gauche et de faire des lésions plus importantes, notamment des lignes, de compléter les veines pulmonaires, voilà, vraiment de faire une ablation beaucoup plus complète que la Convergent. Mais l'effet, je dirais, latéral de cette technique, c'est qu'elle est plus invasive et donc avec un taux de complication un peu plus important. Donc, que disent les guidelines sur cette ablation hybride? C'est qu'une ablation complémentaire chirurgicale
est recommandé avec un niveau 2A chez les patients qui vont avoir une autre indication chirurgicale et qui font de l'AFA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière courante. Chez des patients qui vont être opérés pour une valve, par exemple, ou un pontage, s'ils font de l'AFA, on peut proposer à notre collègue chirurgien cardiaque de faire une chirurgie de l'AFA, et ça, c'est laissé à la discrétion du chirurgien. Et en général, ils savent tout à fait bien le faire. Après, pour nous, électrophysiologistes, on rentre sur les techniques hybrides. Et vous voyez qu'ici, il classe aussi avec un niveau 2A de preuve scientifique l'ablation hybride avec un échec d'ablation endocavitaire. Donc si vous avez des patients qui sont symptomatiques sur une AFA paroxystique persistante et pour lesquels il y a eu un échec d'ablation endocavitaire, on peut proposer cette ablation de l'AFA hybride. Alors nous, en pratique, on ne fait pas la première ablation, souvent on fait 2-3 ablations, et si vraiment on n'y arrive vraiment pas, et ben là on passe à cette technique hybride qui est quand même plus radicale entre guillemets, mais qui a des taux de succès qui sont tout à fait intéressants. Alors pour terminer, je voulais vous parler de l'étude Vénus, puisque ça c'est vraiment l'activité, je dirais, brûlante en rythmologie invasive concernant l'ablation de l'AFA, puisque le papier est paru il y a une dizaine de jours dans le JAMA. Et c'est une étude qui était attendue, qui a commencé en 2011, vous voyez, il y a près de 10 ans, sur la technique d'alcoolisation du ligament de Marshall, qui est une petite veine, qui est le reliquat de la veine cave supérieure gauche, hein, au niveau embryologique, et qui va suivre en fait l'isthme mitral latéral avec un reliquat veineux, en fait une petite veine, alors qui n'est pas présent chez tous les patients, mais qui peut être cannulé à partir du sinus coronaire, un peu comme quand on cherche une veine latérale pour une resynchronisation cardiaque. Et ben là, on cherche du côté atrial et on cherche la petite veine qui remonte dans l'oreillette gauche et notamment vers les veines pulmonaires gauches. Donc on peut cannuler cette petite veine et en fait l'alcooliser en gonflant un ballon d'angioplastie et en injectant de l'alcool qui va permettre en fait une diffusion au niveau du tissu atrial sous-jacent et va entraîner une destruction de ce tissu comme on fait une alcoolisation septale par exemple pour les cardiomyopathies hypertrophiques. Donc vous voyez que c'est une étude qui a randomisé 350 patients avec des patients qui étaient traités par une isolation des veines pulmonaires pures et l'autre groupe de patients qui avait une isolation des veines pulmonaires plus une alcoolisation de la veine de Marshall. Alors je vous passe sur les caractéristiques précises de la population. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un taux d'ablation long-lasting, c'est-à-dire des FA qui duraient depuis plus de 2 ans, de plus de la moitié des cas. Donc, c'est quand même des patients qui avaient des FA vraiment sévères. Et alors, on peut évidemment se poser la question dans ce contexte de est-ce que les veines pulmonaires seules étaient vraiment la technique, entre guillemets, contrôle de référence à utiliser. Mais c'est vrai que dans les guidelines que je vous ai montrés, c'est vrai que l'isolation des veines pulmonaires reste la technique de référence et qu'on peut le faire dans aussi les FA de longue durée. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'était une population de patients qui avaient vraiment des FA vraiment persistantes. Alors, qu'est-ce qu'a montré cette étude? Donc, cette étude a été évaluée sur 11 centres américains, donc c'est vraiment une étude purement américaine. Et dans 16% des cas, l'alcoolisation n'a pas pu être effectuée. Alors, tous les gens qui ont participé à ces études, c'est des gens qui ont vraiment une grande habitude de cannuler la veine de Marshall et de faire cette alcoolisation. Donc, c'est vrai que techniquement, ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Donc, il faut quand même s'entraîner à ça. Et vous voyez qu'il y a quand même 16% des patients qui n'ont pas pu alcooliser. Le critère de jugement principal était un critère tout à fait pertinent, hein, c'est ce qu'on utilise dans les grosses études, récidive de FA flotteur d'au moins 30 secondes, après 3 mois de l'ablation. Donc pourquoi? Parce qu'il y a cette période de blanking dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, au-delà des ECG et des holters, ils ont quand même fait 1 mois de monitoring ECG continu à 6 mois et 12 mois pour les récidives d'arythmie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que au bout de 1 an de suivi, on avait un taux de succès avec les PVI seuil de 38% versus un taux de succès chez les patients qui avaient PVI plus alcoolisation de la veine de Marshall de 51%. Donc il y avait une réduction chez les patients alcoolisés d'environ 30% en risque relatif de récidive d'arythmie. Donc cette étude, elle est évidemment discutable. Et voilà, il y a eu des crossovers, évidemment. Il y a eu 16% des patients qui n'ont pas pu être alcoolisés.
et qui était randomisé dans le groupe alcoolisation. Et puis on peut remarquer aussi que le taux de succès du groupe PVI était quand même faible, 38% à un an. C'est quand même plus faible que ce qui est classiquement retrouvé dans les études randomisées, mais malgré tout, c'était DFA long lasting persistent. Voilà, donc des résultats intéressants, c'est probablement une technique d'avenir, mais ça doit être confirmé par d'autres études et il y a des études prospectives en cours qui nous aideront dans les années à venir pour voir si cette technique est complètement validée. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas pour cette présentation très claire des recommandations. Je suis sûr qu'on va avoir plein de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en ligne sur le chat. Je vais commencer par la première. Finalement, les antiarythmiques, on voit que le sotalol, il est dégradé en classe 2B. En pratique, quand tu as des patients sous sotalol, tu fais quoi? Alors pour l'instant, je ne les change pas parce que si le sotalol marche, je pense qu'il n'y a pas de raison, il y a pas de raison de les changer. Mais de toutes les façons, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on avait déjà constaté en pratique clinique, c'est que les antiarythmiques de classe 1, notamment les 1C, marchent beaucoup mieux que le sotalol. Donc déjà, on le réservait aux patients chez qui on ne pouvait pas mettre de flécaïne ou de ritmol, c'est-à-dire les patients avec cardiopathie ischémique et dysfonction ventriculaire gauche. Donc il faut effectivement voilà, réserver le sotalol aux cardiopathies ischémiques à fonction VG conservée. C'est ce qui était recommandé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dégradation de la classe 1 à la classe 2B pour le sotalol. Voilà, donc ça reste un traitement pour moi qui marche moins bien que la flécaïne, hein, effectivement, mais sous réserve que la flécaïne n'y ait pas ces contre-indications qui nous bloquent. Voilà. Oui, oui, voilà, je voulais juste te demander ton avis sur la positionnement de l'ESC. On a l'impression qu'ils sont un petit peu en retard parce que ils disent que ils ont sur les FA persistantes finalement, ils les ont mis en classe 1. Bon, c'est après échec d'antiarythmique. Et en même temps, ils disent qu'il y a que la veine pulmonaire qui a prouvé quelque chose puisque on est en 2B. Dès on est plus, enfin, pas en 2B, pardon, ils disent que ils ne recommandent pas les ablations qui sont pas en dehors de la veine pulmonaire. Je crois même d'ailleurs que c'est 2B, oui, c'est bien ça. Et en même temps, tu nous as donné l'étude Vénus avec 38% de succès à un an avec cette méthode. Donc finalement, on recommande en classe 1 quelque chose qui a 38% de succès à un an. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont en retard? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une petite discordance? Bon, alors là, je vous ai montré l'étude avec le ligament de Marshall, mais c'est vrai que par exemple, ils se sont basés sur l'étude STAR-IF2. Il faut être honnête, ils ont pris cette étude qui, pour l'instant, fait référence sur les techniques d'ablation de FA persistante et qui ont montré que, pour l'instant, l'ajout de café, de ligne, n'apportait pas, en termes de récidive d'arythmie, quelque chose par rapport aux isolations de veines pulmonaires. Bon, il faut savoir que dans le milieu rythmologique, l'étude STAR-IF2 a été beaucoup discutée, critiquée. On ne savait pas trop les méthodes qui étaient utilisées dans les centres qui avaient inclus dans cette étude, comment ils vérifiaient les lignes, est-ce qu'elles étaient bien bloquées. Les techniques de café sont elles aussi extrêmement discutées et discutables. Donc voilà, on reste sur des sables mouvants pour moi. Et je pense que c'est vraiment opérateur dépendant. Même nous, hein, je ne sais pas vous, Jérôme et Walid, comment vous faites dans votre pratique, mais nous, on adapte notre technique aux patients, hein. C'est-à-dire que s'ils ont des FA, je dirais entre guillemets assez récentes, même s'ils sont en FA persistante et qu'on les arrête sur les veines, ce qui arrive quand même, bah, évidemment, on va s'arrêter là. Et on arrive maintenant avec les techniques de mapping à avoir une idée de la qualité électrique de l'oreillette. On voit des oreillettes qui sont assez saines. Et c'est vrai que même si c'est des FA persistantes, on n'a pas très envie de se lancer dans des ablations extensives sur des oreillettes qui ne sont pas très malades. À l'inverse, quand vous avez des oreillettes extrêmement pathologiques, c'est évident que les veines pulmonaires ne vont pas suffire. Donc là, voilà, je pense que je fais un peu comme vous, hein. Bah là, on part sur des lignes, on fait le toit, on fait une ligne mitrale, on peut faire les cafés s'il y a vraiment des zones très intéressantes. Mais on reste sur, pour moi, du cas par cas en fonction de ce qu'on trouve au moment de l'ablation avec toutes les techniques de mapping qui ont vraiment fait des progrès énormes. Maintenant, il n'y a pas eu de validation à l'échelle d'études voilà, de classes randomisées, quoi. Donc ça reste des cas par cas et des techniques entre nous, rythmologues. Donc ça, il faut que ce soit validé à plus grande échelle. Et Vénus, c'est bien parce que ça valide quand même l'idée du ligament de Marshall, même si je pense que dans certains cas, je ne suis pas sûr que ça serve vraiment, mais
Voilà, c'est vraiment en systématique et ça valide l'idée que c'est peut-être une technique intéressante. Donc plutôt à suivre pour moi. Est-ce que vous avez commencé à faire le ligament de Marshall, par exemple, avant d'or? Alors nous, on n'a pas on a commencé à essayer, je dirais. Oui, on a commencé, mais on ne le fait pas systématiquement. Pour moi, en tout cas, dans ma pratique, ça reste une technique intéressante, par exemple, pour des flotteurs périmétraux qu'on n'arrive pas à ablater dans le sinus. Nous, on fait des lignes latérales, mais on fait aussi beaucoup de lignes antérieures. Donc, on peut faire des lignes un peu dans tous les sens. Et si malgré tout, on n'y arrive pas et que c'est un flotteur périmétral, qu'on est sûr et qu'il est résistant, je pense que ça a un vrai intérêt pour l'arrêter, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est les connexions épicardiques qu'on ne peut pas atteindre, peut-être parce qu'on n'arrive pas à aller dans le sinus ou que c'est une zone inatteignable. Et là, c'est clair que ça a un intérêt. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont une toute petite veine et là, la surface d'ablation, elle va être limitée. Si les gens ont des très grandes veines et des très grandes surfaces, là, ça a un vrai intérêt. Donc ça reste aussi anatomie dépendant. Le fait qu'il y ait des centres ultra experts où il y avait 16% qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire que quand les gens ne savent pas trop bien le faire, c'est beaucoup plus que 16%, hein. Donc voilà, moi je crois qu'il faut, voilà, c'est en devenir et voilà, c'est intéressant en tout cas. Ça fait longtemps, en tout cas, que ce concept du rôle de la veine de Marshall, du ligament de Marshall, parce que c'est une évolution après, dans la fibrillation auriculaire, est mis en avant. Ça fait quand même un petit moment, même un long moment. Donc là, actuellement, on voit apparaître, donc, je sais que c'est un de tes collègues franco-américains qui était un petit peu dans les premiers à faire ça, l'idée d'aller créer une lésion à cet endroit-là par la méthode d'embolisation. Voilà, c'est un nouveau concept qui arrive. Et moi, je vais te poser une question, Nicolas. C'était par rapport aux indications. Il y avait indication donc en secondaire, c'est-à-dire après échec des médicaments. Là, on est en classe 1, en primaire, sans avoir d'échec des médicaments, donc en primaire, mais c'est toujours chez les gens symptomatiques. Est-ce que il t'arrive ou est-ce que tu penses que ça évoluera vers encore une autre case qui serait pour les patients asymptomatiques de traiter la FA? Bon, alors ça, c'est une question à chaque fois on se pose, même entre nous, hein, c'est une très bonne question. Donc, ils insistent quand même sur les recommandations. Il faut quand même voir, c'est un gros pavé ces recommandations, mais ils en parlent du problème de la symptomaticité, du caractère symptomatique de l'AFA. Et en fait, et je pense que c'est pareil pour vous, dans la pratique, c'est pas toujours évident de dire qu'un patient est asymptomatique ou pas. Parce que quand la personne vous dit, bon, vous dites, est-ce que vous vous sentez fatigué, essoufflé? Non, non, ça va à peu près, on le retrouve en arythmie. Et puis quand on creuse un peu, on essaie de voir, mais oui, mais avant, vous étiez comment? Ah oui, mais avant, j'arrivais à faire ça, maintenant, j'arrive moins. Et donc ça, ils insistent, hein, c'est une notion qu'ils ont prise dans les recommandations. Et donc ce qui est recommandé dans ces cas-là, c'est de tenter une cardioversion. Quand vous avez un doute sur le caractère symptomatique ou asymptomatique de votre FA, vous tentez une cardioversion sous cordarone et vous voyez au bout d'un mois ou deux comment se trouve votre patient. Et là, il y a quand même des surprises, hein. Moi, je vois des patients qui étaient limite polysymptomatiques. Il y en a qui vont mieux. Alors après, il y en a qui sont vraiment, qui se plaignent de rien. Moi, je pense que vraiment des gens qui ne se plaignent de rien, c'est difficile de leur proposer une intervention avec tous les risques qui sont, même si ça a diminué, comme je l'ai dit, mais il reste des risques liés à cette intervention. Mais si vous avez un doute sur le caractère asymptomatique de la FA, ça, les recommandations, elles disent ça. Remettez votre patient en rythme sinusal, cordarone, choc électrique, et vous voyez si en rythme sinusal, il se sent mieux. Et s'il se sent mieux, bah là, ça vaut le coup d'aller se battre et de faire l'ablation. Moi, c'est ce que je recommanderais. Après, sur les asymptomatiques, la critique que les gens ont, c'est chez les jeunes. C'est-à-dire les gens de moins de 65 ans asymptomatiques, la crainte qu'on a, c'est qu'ils développent une insuffisance cardiaque, c'est une cardiomyopathie rythmique, et que là, on se retrouve trop tard, après avoir laissé 5 à 10 ans la FA, et qu'après, on se dise, bah mince, j'aurais dû me battre il y a 5 à 10 ans, et qu'on se retrouve avec des oreillettes dilatées. Donc là, à mon avis, ça mériterait une étude spécifique chez ces patients-là, de type, mais là, randomisée, prospective, une grosse étude pour savoir si ça prévient la cardiopathie rythmique, parce que voilà, c'est compliqué à évaluer, ça se joue sur plusieurs années. Donc, est-ce qu'on, voilà, mais pour l'instant, ça, on n'a pas la réponse à cette question. Et dans l'indication insuffisance cardiaque, il n'y a pas écrit les symptômes. Oui, alors il n'y a pas écrit les symptômes parce que l'insuffisance cardiaque est considérée comme un symptôme en soi. Alors, il y a là aussi, effectivement, c'est une bonne remarque, ça réfère à la notion de cardiomyopathie rythmique. Et ça, c'est mis hein, dans les recommandations que je vous ai montrées. Et le caractère réversible de la cardiomyopathie. Alors, ce qui est complexe dans les cardiomyopathies rythmiques, soit pour la FA ou pour les ESV par exemple, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si la FA est la cause
de la dysfonction VG ou si c'est parce que le patient avait une CMD qu'il a développé la fibrillation atriale. Et donc là aussi, je pense que la cardioversion avec la cordarone peut avoir un intérêt. Si on a une récupération de la fraction d'éjection, là on aura le diagnostic définitif de cardiomyopathie. En fait, on ne peut l'avoir que de manière rétrospective, une fois qu'on a remis le patient en rythme sinusal. Mais l'étude Castle, elle n'était pas complètement basée là-dessus. Et je crois que vraiment, il y a de plus en plus de données pour dire que dans l'insuffisance cardiaque, ça a un vrai intérêt de les ablater. Alors pour nous, c'est un peu, je ne vais pas dire embêtant, mais c'est plus compliqué parce que les insuffisants cardiaques, ils ont des oreillettes plus malades. Et souvent, on revient à notre discussion, les veines pulmonaires souvent ne suffisent pas. Et donc on rentre après chez des patients qui peuvent revenir avec des flotteurs atypiques, des flotteurs gauches, et qui là peuvent nous causer des soucis au niveau rythmologique. Il y a une question du docteur Saed qui demande si on se retrouve dans une situation de FA lente, alors il prend 40 par minute, avec une insuffisance cardiaque, est-ce qu'on s'oriente vers une recherche de récupérer l'oreillette par ablation ou autre façon ou est-ce qu'on met plutôt un stimulateur cardiaque pour accélérer? Bon, ça c'est une question un peu vaste, je la transcris. Oui, là, il faudrait voir le dossier du patient. Ce que je peux dire d'une manière générale, c'est qu'une FA lente, ça signe un trouble de conduction auriculo-ventriculaire sous-jacent. Donc l'écho, c'est souvent des FA vieillis, hein, faut être honnête, c'est souvent des gens âgés. Les gens qui commencent une maladie de la FA, ils sont jamais à 40, hein, ou alors ils ont un BAV de base, ou soit c'est une maladie génétique ou congénitale, je dirais. Donc les FA lentes, c'est des contextes particuliers. Voilà, donc on peut tenter une ablation. Moi, j'ai deux, trois cas en tête comme ça de patients jeunes qui avaient des FA lentes. Mais évidemment, quand on les a ablatés, bah, ils se sont retrouvés avec des BAV. Alors ça peut être des BAV1 très importants ou des BAV2, voire des BAV3. Et là se repose la question de la stimulation. Donc je dirais vraiment que ça dépend du contexte. Mais très souvent, c'est des patients âgés. Et je pense que l'ablation, ça ne me paraît pas une bonne idée d'une manière générale, hein, encore une fois. Donc oui, plutôt pacemaker À quel âge standard. tu t'arrêtes pour l'ablation? Comment? Est-ce que tu as un âge auquel tu t'arrêtes pour l'ablation? Oui, alors, alors entre les listes d'attente, le Covid, l'organisation des services, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Déjà, si on arrive à ablater les gens de moins de 75 ans avec les indications, on sera déjà content. Après, je suis honnête avec vous, j'ai des collègues qui ablatent au-delà de 80 ans. Il y a des données dans la littérature sur les octogénaires et qui montrent que ça marche quasiment pareil que chez les gens plus jeunes, avec un taux de complication. Alors là, c'est discuté. Il y a des études qui montrent que c'est un peu plus élevé, d'autres qui retrouvent des taux de complications identiques. Bon, maintenant, voilà, je pense que la cordarone, alors là, on revient plus largement sur les recommandations. Au-delà de 75-80 ans, on est quand même légitime de tenter la cordarone qui marche bien. Les effets secondaires à 10 ou 20 ans sont quand même, voilà, c'est gérable après, parce que les gens ont quand même d'autres pathologies à cet âge-là. Donc voilà. Une des questions qui se posent, c'est notamment dans la science cardiaque, ces patients sont des patients assez sévères avec des oreillettes dilatées. Les procédures sont à risque. Est-ce que le raisonnement, ce serait de dire une première procédure, je fais des veines pulmonaires et je m'arrête là, je suis les recommandations. Probablement, ça pourrait ne pas suffire, mais au moins, j'ai fait une procédure relativement safe, courte. Ou est-ce qu'on va plus loin? Quelle est ta pratique? Alors là, je dirais que c'est au cas par cas. Alors, il y a des stratégies qui sont basées sur les recommandations, qui est de dire, vous prenez un patient qui a une FA persistante, vous lui ablatez les veines pulmonaires, si on part sur Star IF2, dans un cas sur deux, ça va l'améliorer. C'est 50%. Donc, et après, les autres 50%, bah, ils vont revenir en FA, et là, à ce moment-là, vous repartez sur une stratégie plus lourde. Bon, quelque chose qui peut être, à mon avis, tout à fait entendable. Après, je reviens quand même sur notre pratique quotidienne. Franchement, je pense qu'il y a persistantes et persistantes dans les persistantes. Et donc, vous avez les early persistantes, voilà, que des fois on retrouve en rythme sinusal, d'ailleurs, le jour de l'ablation de la FA. Et celles-là, on fait des cartographies de l'oreillette en rythme sinusal, et souvent, ils ont des oreillettes saines. Donc franchement, aller faire plus que les veines pulmonaires, je pense qu'on peut être quand même délétère chez ces patients-là. À l'inverse, si comme dans l'étude Vénus, c'est des FA très anciennes de 2 ans, qu'on voit que voilà, que c'est des cafés avec des faibles amplitudes, qu'il y en a de partout. Franchement, faire que les veines, à mon avis, c'est une perte de chance pour le patient. Et on n'est plus à 50%. Donc 50%, c'est une moyenne globale, à mon avis, avec des populations qui sont hétérogènes. Et il faut rester, à mon avis, sur le cas que vous avez, enfin nous, quand on ablate, qu'on a devant nous. Et puis voilà, il y a les veines pulmonaires, bien sûr,
Mais moi, je pense que c'est mieux pour les early persistants, je dirais jusqu'à 6 mois, 1 an de persistance. Et puis au-delà, à mon avis, ça suffit pas. Voilà. Est-ce que tu n'as pas été surpris que si patient présente un flotteur auriculaire commun documenté, on déconseille, 2B, hein, on déconseille de l'ablater en même temps que l'AFA, comme si vraiment il fallait faire que l'AFA, alors que le patient, y compris lorsqu'il a un flotteur documenté. Ça t'a pas surpris? Moi, oui, je trouve que les recommandations là sont un peu basses sur le flotteur. Moi, j'ai fait ce que je dis, c'est-à-dire que quand vous avez un flotteur qui est documenté, on l'ablate parce que je pense que techniquement, ça rajoute un petit peu de temps, mais c'est quand même pas très embêtant. Par contre, quand il y en a pas, alors je pense que leur stratégie est de dire finalement, en fait, souvent les flotteurs sont secondaires à des décharges des salves d'extrasystole des veines pulmonaires et qu'en traitant l'AFA, bah, du coup, quelque part, ça va traiter le flotteur. En fait, ils ont un raisonnement inverse. Voilà, je pense que c'est à cause de ça que ça a été un peu voilà, sous-classé, entre guillemets. Moi, personnellement, dans ma pratique, ces recommandations ne vont pas changer. Que quand il y a un flotteur documenté, je pense que c'est plus logique de le faire. Par contre, c'est ce que j'ai dit, je sais qu'il y a des centres hein, où il y en a probablement qui font le flotteur en systématique sur DFA avec des flotteurs non documentés, avec le raisonnement inverse, en disant bah, si je traite le flotteur, je pourrais aussi traiter l'AFA. Et donc dans ces cas-là, à mon avis, voilà, moi je ne fais pas systématiquement l'ICT chez des patients qui n'ont pas de flotteur documenté sur de l'AFA. Je fais pas ça, mais après, je sais qu'il y en a qui le font. Dans le choix de la technique, tu as parlé effectivement dans la persistante. Est-ce que vous utilisez, par exemple, l'imagerie de l'oreillette gauche? On parle beaucoup d'imagerie dans ces recommandations, l'IRM pour évaluer la fibrose. Est-ce que c'est au point, par exemple, est-ce que vous l'utilisez? Ça me paraît conceptuellement intéressant de dire une oreillette avec beaucoup de fibrose, maintenant que ça va être miné, et les veines ne suffisent pas. Une persistance sans fibrose, ça devrait marcher les veines pulmonaires. Ah bah moi je crois qu'en globalité, je pense que c'est intéressant. On revient à ce qu'on disait sur la quantification de la qualité de l'oreillette. Et c'est sûr que quand il y a très peu de fibrose, même si c'est une persistance, se lancer sur des ablations extensives, je pense que c'est une erreur. Donc à mon avis, oui. Alors nous, par exemple, dans notre centre, on n'en est pas là. Je veux dire, les logiciels de quantification de la fibrose, je sais qu'il y en a qui le font. Je ne sais pas vous dans vos centres respectifs, mais nous, en tout cas, voilà, ils estiment que c'est un peu encore prématuré. Mais je pense qu'avec le développement des technologies d'imagerie, je pense que ça va se développer et ça va être une de nos armes pour quantifier la qualité de l'oreillette. Et à mon avis, plus l'oreillette va être malade et moins les veines pulmonaires seules vont suffire. Donc on revient à cette idée du cas par cas et de savoir dès le départ si on part sur juste les veines ou alors si on fait de manière plus extensive. Je pense que c'est un outil qui, à mon avis, est très intéressant. Ouais. Je pense que vous rappelez là à quel point la fibrillation auriculaire est une maladie hétérogène. Il y avait le score de Utah qui avait été avancé avec 4 stades de fibrose, décelés à l'IRM. À ma connaissance, ça n'a pas eu un succès. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne pas assez bien ou est-ce que c'est parce que c'est très difficile de diffuser cette technologie et ces images et de les interpréter? Mais enfin, l'idée, elle est là, c'est que c'est une maladie hétérogène et que si on peut savoir avant où on met les pieds, mais enfin, en tout cas, quand on rentre dans l'oreillette gauche, maintenant, avec les systèmes de cartographie, on arrive à savoir quand même à quelle oreillette on a affaire assez rapidement par le regard de l'activité électrique. On parle bien sûr de la FA persistante. Hein. La FA paroxystique, c'est un peu différent puisqu'ils sont, on ne peut pas aussi bien analyser le tissu avec une analyse électrique. Mais bon, voilà. Donc, cette notion de maladie hétérogène, je pense que c'est effectivement très important. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, mais du cas par cas, comme tu dis. J'ai deux questions de Frédéric Georgère. Salut Frédéric, qui demande chez le patient asymptomatique avec dysfonction VG. Donc, on va essayer de répondre de manière courte. La première, c'est il est asymptomatique, mais il a fait un AVC. Est-ce que ça rentre dans tes critères de choix? Alors, le symptôme, c'est dans le B, hein, c'est vraiment sur les symptômes liés à l'arythmie. Hein, c'est pas lié à la prévention thromboembolique. Donc, si la question derrière, c'est il a fait un AVC, on va l'ablater et après on peut, entre guillemets, améliorer son score de risque thromboembolique, la réponse pour l'instant est non. Hein. Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Et c'est vrai qu'on a des fois des patients qui nous sont adressés en disant il a fait un AVC, ablatez-le et puis après on reverra pour les anticoagulants. Donc là, moi, je dirais que non. Après, non, sur la technique d'ablation, ça reste la même. Bon, je rappelle juste qu'il ne faut pas qu'il y ait de thrombus intra-auriculaire gauche pour pratiquer l'ablation de l'AFA.
Donc, mais en fait, qu'ils aient fait un AVC ou pas avant, ça ne change pas tellement la technique d'ablation et l'indication, en tout cas. Voilà, pour moi, ça ne change pas. Il demande, Frédéric, également une deuxième question, c'est, voilà, peut-être, est-ce que ce serait une bonne indication, finalement, le sujet jeune qui a la maladie de l'oreillette et qu'à qui finalement on veut éviter le pacemaker? Alors oui, bien sûr, parce qu'il y a des études qui ont montré que l'ablation de l'AFA, entre guillemets, précoce, voilà, mais agit sur la dysfonction sinusale et l'améliore en fait. Donc ce qui se passe, c'est que plus les gens font des crises d'arythmie, plus ça va, entre guillemets, aggraver la fibrose et atteindre potentiellement l'oreillette droite et le nœud sinusal. Le deuxième problème de l'AFA, c'est les antiarythmiques. Donc plus vous allez laisser les antiarythmiques et la maladie évoluer, et plus il y a un risque qu'ils aggravent leur dysfonction sinusale, et donc on arrive à la maladie de l'oreillette. Donc oui, ça a été montré. Un traitement précoce par ablation diminue le risque d'évolution de la maladie rythmique atriale et de la dysfonction sinusale et donc de l'implantation de pacemaker. Après, quand on arrive sur des oreillettes très malades et dystrophiques, comme on l'a déjà dit, bah, entre guillemets, c'est un peu trop tard. Et là, effectivement, voilà. Mais on peut gagner aussi le traitement antiarythmique, hein. Si les gens font moins de crises, en tout cas en font moins, voire plus du tout, bah, on peut diminuer, voire arrêter les antiarythmiques qui participent à la dysfonction sinusale. Donc oui, ça vaut le coup de se tenter. Ouais. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés. Toutes ces procédures d'ablation prennent du temps. Finalement, comment, l'une des premières slides des recommandations a été de montrer le nombre de FA qui va exploser dans les 20-30 prochaines années. Finalement, tout ça, ça prend du temps, ça c'est du matériel, des procédures de plus en plus chères, de plus en plus complexes. Est-ce que tu inciterais un jeune, un interne, de dire tu peux aller faire de la rythmo, tu auras du boulot, tu seras ablateur de FA, mon fils, ou pas? Bon, après, je pense que l'incitation dans la filière rythmologique ne se limite pas à l'ablation de la F1, heureusement. Si la question, moi, je trouve qu'on a de la chance de faire de la rythmologie d'une manière générale en cardiologie. Je pense que c'est une spécialité très dynamique et que entre l'ablation de la FA, il y a aussi les TV. Toutes les ablations complexes sont vraiment fascinantes. On suit les systèmes de mapping. Vous avez aussi les TJ hein, qui sont hyper intéressantes. Et puis voilà, ça reste une spécialité à mon avis qui est tout à fait remarquable. Donc après, la question de savoir si un futur rythmologue va devenir une usine à l'ablation de la FA. Je pense que les gens, oui, théoriquement c'est possible, mais dans les centres actuellement en France, il y a, enfin voilà, l'évolution, moi je pense, je vois ça plutôt aux États-Unis où il y a 10 salles d'électrophilie qui tournent en permanence. À ma connaissance, en France, on est quand même extrêmement limité par l'organisation, par les problèmes, voilà. Enfin non, je pense qu'il y a quand même un moyen de s'organiser pour ne pas faire que de l'ablation de l'AFA. Mais oui, c'est la maladie la plus fréquente et donc potentiellement il y a énormément de patients, donc oui. Mais voilà, je ne dirais pas que les gens vont finir abrutis à faire que des événements pulmonaires pendant 50 ans, quoi. Il n'y a pas que ça, heureusement. Bon, ben écoute, merci. Jérôme, tu veux conclure? Oui, merci donc à tous, à ceux qui nous ont écoutés, à vous deux, à Nicolas pour ta très belle intervention. J'espère que ça a éclairé nos collègues. Et puis, bon, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'effectivement, il faut respecter le timing. C'est ce qui fait aussi la séduction le caractère attractif de ce type de réunion. Donc voilà, moi je conclurai en disant merci à tous et puis bonne soirée. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. vous. Merci, au revoir. Merci.